Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé, épisode spécial cette semaine du Bidon Collé Show. Vous tracassez pas, on va parler de l'actualité. Je suis avec Hugo comme d'habitude, mais surtout on est avec Thibaut Bernard, membre de l'équipe nationale de piste et de l'équipe Lotto. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Bonjour Boris, bonjour Hugo. Ça va bien, je vais essayer de faire de mon mieux pour l'actualité. J'ai pas tout suivi, mais je ferai de mon mieux. Bah oui, en fait, on est aujourd'hui près de Thibaut parce qu'on va faire une interview particulière qui sortira ce vendredi. Donc, soyez directement aux aguets vendredi pour cliquer sur la vidéo de Thibaut. Et nous, avec Hugo, on va se lancer directement dans l'actualité. De quoi on va parler aujourd'hui, Hugo? Je pense qu'on peut commencer avec Bessèges. C'est la première chose qui me vient en tête. C'est quand même un contexte particulier qu'on a eu. On va peut-être parler ça directement, comme ça s'est passé. On a vu des erreurs, un peu des signaleurs qu'il y a eu pendant la course. Je ne sais pas si c'est l'organisation ou pas, mais malheureusement, il y a eu des risques pour les coureurs. On a eu quelques voitures qui se sont aventurées sur le parcours. C'est des choses qu'on n'aime pas voir, qu'on n'aime pas trop commenter non plus, parce que c'est quelque chose qui est triste, que ce soit pour l'organisation, pour les coureurs et tout ça. Mais il faut quand même en parler pour mettre la lumière là-dessus. Et est-ce que il fallait continuer ou pas pour les équipes pour le tour? C'est difficile à déterminer. Je pense que c'est même pour eux, ça a été un choix difficile. Mais on a quand même vu du spectacle à côté de ça. Ouais. Après, avant de te lancer là-dessus, Thibaut, moi j'ai quand même un sentiment un peu mitigé là-dessus parce que pour moi, la priorité doit être vraiment la sécurité des coureurs. Ça doit être toujours le cas. Aujourd'hui, à Bessèges, ils n'ont pas su garantir la sécurité des coureurs sur les deux premières étapes, ou deuxième et troisième étape, peu importe. Et ça, c'est très problématique. Et donc, je comprends l'arrêt. Par contre, le problème, là, vous allez peut-être un peu me compléter, mais si les organisateurs n'ont pas le droit de faire de faute, ce que je comprends, le problème, c'est qu'alors on n'a plus de course. C'est aussi très compliqué de trouver des signaleurs. On a tous été dans des courses de petit niveau. On a été dans les kermesses, des courses chez les jeunes. C'est très difficile d'avoir des aspirants, des signaleurs, pardon. Donc voilà, je comprends la réaction des équipes professionnelles, mais d'un autre côté, mais j'ai quand même envie de soutenir les organisateurs. Donc Thibaut, toi, comment tu as ressenti ça un petit peu à distance? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Boris, tu commences sur un gros sujet, mais il y a beaucoup de points de vue. Et je pense que tout le monde a un petit peu raison dans sa façon de penser. Si tu regardes du côté des organisateurs, c'est pas facile, mais de mon avis, c'est difficile de faire mieux. Eux, ils peuvent pas y faire grand-chose, à part mettre à disponibilité les signaleurs et tout ça, mais c'est des choses qui arrivent. T'as parlé des kermesses et tout ça. Même sur un circuit entièrement fermé, quadrillé, il peut y avoir des problèmes. Donc là, sur une route ouverte, c'est compliqué. Mais ouais. J'ai fait une course une fois en Pays-Bas, juste pour redonner un contexte. C'était une course en circuit. Et il y a une voiture qui sortait de sa maison, qui venait dans le sens inverse. Il y avait la police, elle a arrêté. La police est repartie pour aller faire le carrefour suivant. Et le mec, il est quand même continué à rouler en sens inverse dans un peloton. Donc, à un moment donné, je peux comprendre que les organisateurs sont fautifs. Mais je pense qu'ici, il faut aussi mettre un peu le point que les gens respectent aussi un petit peu, malheureusement, moins en moins les consignes de la police et des signaleurs. En junior, avec Thibaut, on a fait une course aussi qui a dû être arrêtée et qu'on a une voiture qui s'est mise dans le peloton. C'était un contexte spécial. Je ne sais plus dire où c'était quoi le village, mais il y avait eu énormément de chutes à cette course-là. Mais après, c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Les gens, s'ils sortent de leur maison, on ne peut pas mettre un signaleur à chaque sortie de maison. Donc, je peux comprendre que ce soit compliqué pour l'organisateur. Et c'est pour ça que je trouve que le choix d'arrêter la course pour les équipes pour le tour était un peu sévère pour moi. Donc, c'est peut-être le seul commentaire que je vais dire, mais je peux comprendre quand même, c'est compréhensible. Et surtout que c'est pas arrivé une fois, quoi. Passons pas peut-être directement aux sportifs. C'est ça qui. Vas-y. Je comptais quand même dire que je pense que les organisateurs ont vraiment pas eu de chance qu'il s'est passé ça. Et surtout dans cette météo-là. Ouais. Que si ça s'était passé dans une belle journée ensoleillée où le peloton roulait tranquille, l'échappée avec 4 minutes avec 3 mecs dedans, ça serait passé comme une lettre à la poste. Ouais, mais là, les coureurs sous 2 degrés, la flotte qu'ils ont eue, je pense qu'il y en a qui n'avaient juste aucune raison de continuer, quoi. Même sans ça, le peloton aurait diminué ce jour-là. Sachant qu'il restait un chrono le dernier jour, une étape de sprint et une étape un peu plus punchy. Il y avait quand même beaucoup de facteurs qui faisaient que, mais
On a vu quand même des belles arrivées avec plusieurs Ouais, hommes ouais. forts. On a vu un C'est- sprint au début. Ouais, mais en fait, ce que j'aime bien, moi, à Bessèges, pour revenir, c'est qu'il faut aussi penser qu'il y a beaucoup de coureurs qui voulaient faire Bessèges pendant le Covid, pendant tous ces moments-là. Et en fait, Bessèges est connu pour avoir ses arrivées quand même un peu compliquées. Premier jour, il faut savoir que c'était un beau petit muret à l'arrivée. Et on a vu un Paul Magnier Monstrueux. incroyable. Donc, Ouais. ça, c'était vraiment impressionnant. Puis, on a vu un Soren Warenskold aussi, fort. Mais là, Un il m'a sprint quand même décousu. surpris parce qu'il y avait quand même une super start list au niveau des participants et il a quand même battu des coureurs comme Arnaud Dely, Arnaud Desmar et autres. Mais je pense qu'il y a quand même eu un sprint décousu et que IF a essayé de tenter un petit coup en sortant avec. Je pense que c'est Vandenberg qui emmène Mikkels Ouais. et qui attaque et que Mikkels le rejoint et que ça fait comme si c'était collaboré, mais je suis pas sûr que c'était collaboré. Mais donc du coup, ça a permis d'un peu alerter tout le monde. Donc tout le monde a lancé son sprint à des moments différents. Ce qui a fait que Paul Magnier s'est un peu retrouvé bloqué, mais je suis pas à 100% sûr qu'il va battre Orange Colt s'il n'est pas bloqué. Et on a vu Desmar qui fait deuxième, je pense. Ouais. Donc c'est quand même pas les deux premiers. Enfin les deux premiers sont pas les personnes contre qui on aurait misé le plus, quoi. Ouais, c'est vrai. On peut parler aussi d'un autre Arnaud, Arnaud Dely, qui a gagné l'étape d'après, l'étape justement où on a vu énormément d'abandon. Alors, je suis un peu mitigé pour Arnaud Dely. Je trouve que c'est super bien de gagner, etc. Et il y avait moins de monde l'étape où il gagne au niveau concurrence. Mais là où j'ai été un peu surpris, c'est peut-être sur la première étape. Alors, c'était très dur. Mais on a vu des Jordi Meus, des Paul Magnier, comme tu l'as dit, qui savaient passer quand même assez bien le final et qui font un très bon final d'ailleurs. Et on a vu Arnaud qui était plutôt plus faible au niveau de cette grimpette-là, on va dire, punchy. Je pense qu'il coince Arnaud. Ouais, c'est ça. Mais C'est en là fait, où il m'a un peu... Mais aussi, où moi, enfin, Arnaud, on le sait tous, hein, c'est un de nos coureurs préférés, on en parle tout le temps. Mais ici, je pense qu'il a été perturbé dans sa préparation. L'air de rien, ses chutes ici et ses problèmes à l'entraînement font que malheureusement, il n'a peut-être pas encore les 100%. Et puis après, je pense quand même qu'il faut qu'on reste calme. Ah, ouais. On est sur Bessèges, les objectifs arrivent. C'est pour ça que je suis mitigé. Je pense que c'est une petite alerte de sa préparation, comme tu le dis. Mais par contre, à côté, on a vu un Lionel Tamigno qui fait la bosse à ce moment-là, qui a été... Il s'est mis dans le rouge. Ouais, mais honnêtement, moi j'étais un peu étonné. Il a quasi lâché tout le peloton de sa roue. Ouais, après, est-ce que si en jouant sa carte, il n'était pas capable de faire mieux qu'Arnaud, je pense que moi, oui. Ouais. Ouais, en fait, Lionel, l'année passée, il finit super bien la saison et il fait une saison, je pense, qui reflète pas le niveau dans lequel il avait. Il fait une bonne saison, mais je pense qu'il était vraiment très fort tout au long de l'année. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a vu dans une des courses à la fin, là où Taco van der Horn revient et qui regagne, etc. Dans les bordures, etc., Lio était vraiment très, très Ouais, fort. monstrueux. Mais on peut parler de Vauquelin. l'eau du week-end parce qu'après, on a eu un coureur qui s'est illustré sur les deux dernières étapes avec Vauquelin qui gagne les deux. Il a gagné le général en même temps, ça va de pair, on va dire. Monstrueux, franchement, honnêtement, pour le battre, il fallait vraiment être fort parce que là, il a fait un trou énorme. Ouais, alors beaucoup diront qu'il y avait beaucoup moins de partants, et c'est vrai. Mais par contre, il mais- fallait contrôler. Et deuxième, c'est Dylan Teuns. Hein. Ouais. C'est quand même un mec qui est spécialisé pour les arrivées dures comme ça. Il a vraiment pas eu de concurrence. Moi, Oui, je et puis c'est pas un jour de grâce. C'est déjà au Grand Prix de la Marseillaise, il était déjà, je vais pas dire au-dessus du lot, parce qu'il y en a quand même 3 qui l'ont suivi, mais on Non, voyait c'est vrai. qu'il était déjà bien en forme. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Et l'équipe était là aussi pour l'aider. Hein. Et il faut voir, mais même un Van Gils qui semblait vraiment très bon, il aurait peut-être pu rivaliser, mais on ne sait pas sur le chrono en plus comment ça pouvait se finir. Donc honnêtement, je trouve que c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir vu ce petit duel-là pour le final, mais il semblait vraiment fort. Et il y a d'autres coureurs qui me semblent forts, c'est les Aubert, qui ont été Saint-Michel, vraiment... je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient à ce niveau-là. Il restait Ouais. 10 coureurs, ils étaient encore 3. Je te rejoins tout à fait. Donc, Moi, c'est j'aimerais bien cool. juste souligner une chose, c'est que lors du dernier Bidon Collet Show, tu m'as posé la question de qui allait gagner. Ouais. J'ai dit première étape, Paul Magnier, bien sûr. Allez, c'est la fausse modestie, mais merci quand même. Et qui allait gagner le général, Vauquelin. Voilà, je pense que j'ai fait du 100%. Merci Hugo. Mais par contre, on passe à la communauté de Valence. Ouais. Et donc, un Buitrago.
qui a gagné et qui a surclassé l'équipe UAE. Ouais, mais sur ce tour-là, il y a eu aussi quelque chose que tu avais peut-être pas bien pronostiqué la dernière semaine. C'était l'équipe Movistar qui gagne non, l'équipe Trek, pardon, qui gagne. J'avais dit Movistar. T'avais dit Movistar, mais c'est Lidl Trek qui gagne le chrono par équipe et donc qui devance UAE, je pense. Ouais, c'est ça, presque 40 secondes. C'est énorme. Thibaut, toi, tu as déjà fait des poursuites. Tu vas faire d'ailleurs celle du championnat d'Europe ici dans quelques jours. Mais est-ce que des chronos par équipe sur la route, c'est fort similaire ou pas? Dans l'approche, oui. Après, dans l'effort, un peu moins. C'est plus un chrono individuel où tu ne peux pas forcément te mettre à fond quand tu es devant parce que dans les roues, tu subis encore un peu. Mais ça roule vite et il faut que tout soit au millimètre. Donc dans l'approche, c'est la même chose, mais dans l'effort, il faut pousser un peu plus. Mais l'équipe Lidl Trek a été quand même vachement performante sur cette course-là parce qu'on voit que c'est normal qu'ils aient gagné avec 40 secondes, j'ai envie de dire, parce qu'ils étaient tellement forts sur tout le tour. Il y avait peut-être qu'un Bulltrago qui pouvait gagner des étapes. Sinon, derrière, même Jonathan Milan va aller faire une deuxième place à la troisième ou quatrième étape, je pense. Ouais. Alors que c'est pas du tout pour son profil. Et lui, on sait qu'il est très grand et quand même très lourd. C'est quand même surprenant, mais il y a aussi un jeune suédois. Oui, le suédois, je ne sais plus son nom, mais. Söderqvist, non? Söderqvist, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'a pas eu un contrat professionnel cette année. Il n'est pas pro? Non, il est encore dans la Conti. Pourtant, première course de l'année, Tour de la Provence, moi je l'aurais déjà signé. C'est vraiment une surprise parce que je pense. Il a sûrement signé pour le futur et c'est pour ça qu'il accepte de rouler avec encore l'équipe Lidl Trek future. Mais honnêtement, ce qu'il a montré sur le Tour de Valence, sans lui, Jonathan Milan ne fait pas deuxième. Sans lui, le chrono, je pense que c'est pas la même chose non plus. Vraiment une très belle découverte et je suis surpris que d'autres équipes ne sont pas jetées sur lui dès cette année, vu le niveau qu'il peut nous montrer en tout cas. C'était peut-être un choix aussi. Je pense qu'on lui a proposé comme tu l'as dit, sur l'avenir. Et donc ça fait peut-être rêver aussi d'être chez Lidl Trek. On sait que le noyau Lidl Trek, c'est quand même des coureurs extraordinaires. Ouais, tout à fait. Ouais. Joao Almeida perd le Tour de Valence pour une vingtaine de secondes. Finalement, est-ce qu'ils ne doivent pas s'en vouloir sur le chrono par équipe où cette équipe-là, finalement, elle est dans la meilleure équipe au monde normalement dans ce genre de chrono. Ils ont le meilleur setup, ils ont le meilleur... ils ont McNulty qui est un monstre. Et finalement, pour 20 secondes, ils perdent sur une équipe de grimpeurs avec des Lenny Martinez, des Buitrago. Même si Bilbao s'est très très bien roulé chrono, c'est quand même décevant. Ouais. Moi, je pense que Buitrago, c'est quand même... je pense qu'il y a moyen que cette année, il passe quand même un cap. Et qu'on l'a vu faire top 10 du Tour de France l'année passée. Et c'est un coureur qui a fait un très bon Paris-Nice aussi, qui semblait très fort, mais qui a chuté quelques fois et puis qui a abandonné malheureusement, alors qu'il était, je pense, dans le top 3 des meilleurs sur ce tour-là. Moi, j'ai envie de le voir pas sur le Tour de France, même si je pense qu'il ira, et faire un classement général. Je serais persuadé qu'il peut faire beaucoup peut-être mieux. Plus dur que le Tour de France alors. Parce que sur un chrono par équipe, ça passe peut-être, mais sur un chrono individuel, il risque de perdre beaucoup plus de temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu le verrais plutôt sur la Vuelta alors, je suppose, ou le Giro? La Vuelta, c'est peut-être plus alors pour la Bahreïn, pour un Martinez ou quoi? Parce que c'est souvent les jeunes qu'on envoie à la Vuelta. Moi, je dirais plutôt un Giro. Ou le doublé Giro Vuelta, c'est possible. Pas, mais et après, j'ai lu que c'était la première fois qu'il gagnait une course par étape de sa carrière. Alors que finalement, quand on regarde son palmarès, il a déjà fait peut-être top 10 dans les 3 grands tours. Et ça a vérifié, mais en tout cas. Il est dans une équipe qui, pour moi, ça lui match parfaitement. On a parlé pour Lenny Martinez, pour les courses les grands tours, les courses à étapes. C'est une équipe qui peut vraiment performer plus que haut niveau. Ouais. Gerben Thijssen fait un sprint raté le dernier jour avec toute l'équipe pourtant Intermarché qui était là. On peut parler de la Muscat Classique. Ah ouais, ça on peut y aller. Ouais, la Muscat Classique qui est une course au Moyen-Orient en préparation du Tour de Oman. Et là, on a vu encore un coureur, Rick Plummers, qui est aussi un pistier si je ne me trompe pas, qui a gagné devant une ribambelle de coureurs Astana. Un coureur de l'équipe Tudor qui encore performe, c'est fou. Et franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a dit avant la saison, mais c'est
extraordinaire le début de saison qu'ils font. Et il va encore faire un top 10 à la première étape du Tour d'Oman. Battu par Olaf Koy. Ouais. Mais en tout cas, on a vu un Olaf Koy qui, pour moi, n'est pas encore le meilleur sprinter du monde, mais c'est la dernière année, parce qu'à partir de l'année prochaine, je vous le dis, il gagne tout. Donc, mais le problème, c'est qu'il est dans l'équipe Visma Lease the Bike, ce qui est compliqué d'aller sur les grands tours. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est en tout cas une belle équipe et une belle course, ce Tour de Oman, pour commencer. Dans cette équipe-là, il y a aussi un jeune coureur qui vient d'arriver, c'est Behrens. Behrens, ouais. Et je suis un peu du monde déçu espoir. de ne pas l'avoir vu avoir sa carte à jouer en dehors du fait d'avoir Coyle. Maintenant, il Tu vas pas les faire sprinter tous les deux. Non, ouais, mais j'aimerais bien le voir sur ses premières courses, avoir sa carte. Ouais, mais alors tu vas le faire aller sur ouais. les courses comme le Samin, etc. Ouais, non, je suis mais il aura, mais pas tout de suite. En tout cas, Ouais. là, je suis. Ouais. On a vu la première étape en côte avec Louis Verva qui gagne devant son équipier Valentin Paré-Peintre. Et puis David Gaudu, aujourd'hui, qui a gagné au Tour d'Oman, arrivé au sommet devant Adam Yates. C'était ça, tant il avait bien repris son niveau l'année passée, ça je ne l'ai pas vu venir. Ça. Ouais, non, c'est sûr que. Mais par contre, il semblait quand même en forme sur les premières étapes parce qu'il était là encore hier dans le sprint du peloton et il était pas mal placé. Donc, franchement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là et il est leader du général pour l'instant à l'heure actuelle où on tourne. Je sais pas si. J'ai pas regardé les futures étapes. Mais... Il y a encore une étape de Ouais. montagne. Je pense que ça va se jouer entre les trois, hein, lui Yates. et Kian Uijtebroek aussi qui est là. Donc pourquoi pas. On passe au programme de la semaine et donc du coup on va avoir le Tour de Provence et là aussi encore une fois tu topes vraiment bien l'actualité puisque l'année passée tu as fait le Tour de Provence. Belle course, non? Une belle course, ouais. Mais je pense que ça a un petit peu changé dans le planning. L'année passée, on commençait avec un prologue Ouais. où on avait vu un Sodervist faire deuxième derrière un Pedersen. Donc voilà, pas mal. Ouais, ouais. Mais cette année, je crois que c'est en 3 jours et Ouais, c'est ça. 3 jours un peu plus vallonnés. Ouais. C'est- Donc tu n'aurais c'était- peut-être pas été Non. au départ, quoi. C'était déjà un petit peu vallonné l'an passé, mais cette année, c'est plus typé sprinter qui passe bien les bosses, limite puncher. quoi. Puncher, ouais. Mais l'année- c'est moins dans le final quand même. Enfin, il y a quand même, c'est plus dans jusqu'à la première moitié de la course. Et après, tu le sais, hein, c'est Oui. des courses de toute façon qui sont jamais, des routes qui sont jamais faciles, des courses qui sont jamais faciles au niveau du profil. Mais je pense que sur la première étape, quand même, ça risque d'être un sprint dur, mais un sprint. Quelle est l'importance de faire des courses à étapes au début de saison, justement, pour les coureurs professionnels? Est-ce que c'est grâce à ça qu'ils arrivent encore à progresser? Parce qu'on voit des coureurs comme Mathieu Van Der Poel qui arrive le premier jour, ils sont à 100%. Et puis, on a d'autres qui montent au fur et à mesure. Quelle est ta vision par rapport à ça? Je pense que ça dépend un petit peu de tout le monde. Voilà, t'as cité un Van Der Poel qui arrive et qui casse la baraque. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire encore des bornes. Moi, dans mon cas, si j'avais une bonne préparation l'hiver, que j'avais pas de soucis de santé, rien, je pouvais arriver en bonne forme sur les premières courses. D'ailleurs, Provence, l'année allez, passée, je t'avais vais super bien pas roulé. dire, mais j'avais bien roulé. Tu étais dans l'échappée le dernier jour. Ouais. Je crois que tu fais. Un Ouais, top les- 20 le dernier jour, Ouais. 25 du prologue. Ouais, C'était un bon tour. Mais après, sur les courses de début d'année, c'est compliqué aussi que tu as des belles courses, un peu vacances. Un Tour de Man, tu vas en tant que sprinter, ça te fait 2 jours au soleil tranquille. Tu dois monter l'école, quoi, mais Là, tu prends plus de plaisir que 3 jours dans la drache à Bessèges. Ouais, ça c'est sûr. Surtout cette année, encore une fois, tu l'avais dit, Hugo, que la Ouais. météo, on l'annonçait pas bonne. Et d'ailleurs, ici, un programme idéal pour moi, c'est quand même d'aller essayer de faire un mix entre les deux, parce que de ce côté-là, des côtés des Émirats, des fois on l'entend que certains régressent au niveau de la performance, puisqu'on n'a pas autant d'intensité dans les étapes à plat quand le vent est mal mis. Mais par contre, dès que le vent est bien mis, pour nous en tant que spectateurs, bordel, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Non, c'est magnifique. Maintenant, c'est déjà les premières courses. Enfin, ceux qui sont partis en Australie, c'est leur première course de retour, on va dire, entre guillemets, parce qu'ils ont eu des courses en Australie jusqu'à une semaine. Et là, maintenant, ils reviennent et tu parles du Tour de la Provence. C'est des coureurs qui reviennent de là et qui vont performer. J'ai vu qu'il y avait. Non, je pense que c'est en Espagne qu'il y a Narvaez et, Je sais pas, et Wellens. Enfin, je pense qu'il y a. Je pense pas, je me trompe, c'est en Espagne. Mais il y a quand même des coureurs qui reviennent pour
participer à ces courses-là. Et on va voir en Espagne d'ailleurs Isaac Del Toro qui revient à la compétition. Un beau week-end de course en Espagne, un beau week-end en France. Hugo, il y a quand même un beau week-end aussi en Belgique puisque tu vas faire ici les championnats. Pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à venir au championnat d'Europe de piste à Zolder. On a quand même des fameux coureurs. Il y a Thibaut d'abord, mais puis il y a aussi des coureurs comme Elia Viviani, Tim Tom Tuzenberg qui a fait un super début de saison en Australie. Puis après il y a la sélection portugaise qui est quand même assez impressionnante aussi. Hugo, est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose pour cet épisode? Alors, je vais couper ton truc de fin parce que moi j'ai une information qui a été aujourd'hui et je voulais juste en parler parce que je suis pas sûr qu'il le fera un jour ou quoi, mais on a vu Pogacar qui était sur le parcours de Paris-Roubaix. Est-ce que pour vous, je vais vous demander à tous les deux de répondre chacun à votre tour, je vais demander à Thibaut en premier, est-ce que tu crois qu'il ira sur Paris-Roubaix un jour et est-ce qu'il le gagnera un jour? Il est pas venu pour rien, hein. Tu vas pas te taper le nord de la France fin février, début mars pour le plaisir, hein. Ouais, Je veux bien qu'il teste du matériel ou quoi, que les routes du Tour passent parfois par des pavés, mais Ouais. à cette période-ci, tu le fais pas pour rien. Est-ce que tu penses alors parce que moi je pense aussi qu'il va le faire, ça oui, mais est-ce que moi par contre je pense pas qu'il va le faire cette année. Bah, je pense que j'avais déjà vu, Pogacar, c'est un gars qui a son planning et c'est rare qu'il le change. Il avait dit qu'il ne le ferait pas. C'est peut-être pas pour cette année, mais dans les années à venir, oui, c'est sûr. De toute façon, il faudra bien cocher la case Paris-Roubaix à un Ouais, moment. ça, c'est certain. Ouais. Et donc la deuxième partie de la question, est-ce que vous pensez qu'il va le gagner un jour? Oui. Moi oui. Ouais. Toi aussi. Ouais. Mais voilà. par contre, juste en parlant de commentaires extra, Egan Bernal, double Ouais. champion de Colombie, c'est quelque chose qui, voilà, ça me fait vraiment plaisir. On parlait des courses des Émirats où il y a malheureusement pas beaucoup d'enthousiasme et de supporters. Vous avez vu les images en Colombie? Oui, j'ai vu. C'est vraiment du n'importe quoi et donc ça m'attriste un peu de ne pas voir le Tour de Colombie cette année Ouais, en cours. Et ça fait plaisir de voir un engouement comme ça dans d'autres pays qu'en Europe parce que quand on voit que cette année le championnat du monde c'est en Afrique, on sait qu'il y aura certainement de l'engouement aussi, mais c'est le genre de championnat du monde, ça pourrait être clairement en Colombie. Je pense qu'il y aurait des supporters sur le bord de la route, ce serait exceptionnel et franchement je me réjouis de voir ça un jour. Mais allez Hugo, merci beaucoup parce que là on va laisser manger Thibaut, je pense qu'il est temps. Merci à vous encore une fois de nous suivre, merci Thibaut, franchement ça fait un grand plaisir de t'avoir pour ces 2 vidéos. N'hésitez pas à voir la vidéo de vendredi, ça vaut de l'or. Et alors nous on se dit à la semaine prochaine, merci, ciao ciao.